dear distinguished guests, good morning. Thank you for coming to discover the ambition of this iconic mining company, the Gécamines. I have the honor to introduce you to Mr. Albert Yuma, the chairman of the board of the director of Gécamines. Mr. Yuma. Good morning, ladies and gentlemen. I do apologize. I'm going to speak in French because I want to be sure while I'm speaking there's no misunderstanding. But as you can see, there is a live translation in English, and at the end of my presentation you'll get the English document. Encore une fois, bonjour à tous. In fact, I want also to speak in French because this will be, of course, in the newspaper, in the RC, on the TV, and I want to be sure that the Congolese people will listen to what I'm saying here abroad. Because I'm speaking not only on behalf of Gécamines or myself, but definitely you will understand it on behalf of the Congolese people. Bonjour à tous. Je vous remercie d'avoir répondu aussi nombreux à l'invitation de la Gécamines pour ce moment d'échange consacré à notre vision en matière de partenariat industriel et plus largement à la vision de la Gécamines pour son avenir industriel. Pourquoi le besoin de partager cette interrogation avec vous aujourd'hui? 4 années après notre dernière apparition à Indaba. Certains d'entre vous pourraient penser que la situation actuelle pourrait perdurer en l'état. Mais hélas, non. Non. Après plus d'une décennie de partenariat industriel, nous avons fait le constat d'un système structurellement déséquilibré en faveur de nos partenaires et qui ne permet ni au pays, ni à la Gécamines de percevoir une part suffisante de la richesse produite dans le cadre de l'exploitation des richesses de son sous-sol. Ce déséquilibre est principalement le fruit d'une histoire qui a placé notre État dans une situation difficile et l'a contraint à négocier en position de faiblesse dès l'année 1995 la cession de certains de ses principaux actifs miniers, à un moment où notre outil industriel national, dont la Gécamines était le principal acteur, avait été laminé par 10 années de conflits internes et régionaux et des sous-investissements chroniques. Le code minier qui avait été élaboré en 2002 a formalisé ce processus de libéralisation de notre secteur minier et a permis, sur la base d'un régime très attractif, et je dirais même très attractif, le développement d'un grand nombre de partenariats avec pour objectif de compenser l'incapacité du pays à générer, comme par le passé, des revenus nécessaires à sa construction. Ces partenariats étrangers étaient censés apporter des dividendes à la Gécamines et des impôts sur le bénéfice à l'État pour se reconstruire et financer le développement du pays. Pour ceux qui ne le sauraient pas ou ne se souviendraient pas, la Gécamines produisait à elle seule entre 450 000 et 500 000 tonnes de cuivre au milieu des années 1980. Aujourd'hui, la Gécamines est partenaire minoritaire dans 12 joint ventures en production qui représentent à elles seules
un volume global de réserve de 32 millions de tonnes de cuivre et près de 3 millions de tonnes de cobalt cédées par la Gécamine, et je dis bien cédées par la Gécamine lors de la constitution des partenariats. Et ces 12 joint ventures traitent annuellement plus de 600 000 tonnes de cuivre et plus de 50 000 tonnes de cobalt. Mesdames, Messieurs, nous nous sommes aperçus à partir de 2013 que ces partenariats, entrés en production commerciale entre 2004 et 2009 pour les plus importants d'entre eux, n'affichaient que des résultats négatifs, empêchant toute distribution de dividendes aux actionnaires et principalement à l'actionnaire minoritaire. Cette situation inquiétante, contraire à toutes les projections des études de faisabilité, contraire à toutes les projections des études de faisabilité sur lesquelles nous nous étions basés pour développer et signer ces partenariats, s'est malheureusement répétée année après année et jusqu'aujourd'hui. Ainsi, en matière de dividendes, si les projections des études de faisabilité avaient été respectées, Gécamine aurait perçu à fin 2016 la somme de 362 millions de dollars. Elle ne les a jamais encaissés. À date, les seuls revenus de la Gécamine n'ont été constitués en fait que de montants de parts de porte quand ils ont été payés en totalité et des royalties quand elles ont été calculées correctement. Ainsi, pour l'année 2016, par exemple, sur un chiffre d'affaires cumulé de 2,6 milliards de dollars de tous nos partenaires, 2,6 milliards de dollars pour tous nos partenaires, les revenus pour la Gécamine ont été de 88 millions de dollars. Je laisse à l'assistance le soin d'établir la rentabilité ou l'intérêt de cet investissement pour celui qui a apporté 32 millions de tonnes de cuivre et 3 millions de tonnes de cobalt dans de tels partenariats. Cette situation est inacceptable. Elle prive la Gécamine et son actionnaire unique, l'État congolais, de la possibilité de tirer des revenus raisonnables de ses propres mines, qui avaient été volontairement transférées à d'autres, au motif que leur gestion serait plus efficace et permettrait de tirer une meilleure rémunération finale de leur exploitation pour le pays. Pour dire les choses de manière concise et claire, nos mines se vident actuellement de nos ressources naturelles. Nos mines se vident actuellement de nos ressources naturelles quand nos caisses ne se remplissent pas des revenus de leur production. Nos caisses ne se remplissent pas des revenus de leur production. Sur la base de ce constat, nous avons donc décidé d'auditer nos partenariats, ce qui constitue d'ailleurs un droit contractuel de la Gécamine, quoique certains le pensent, pour comprendre les raisons de ces décalages. Et pour éviter toute polémique inutile sur l'indépendance et la qualité des résultats de ces travaux, nous avons recouru au service d'une firme de notoriété mondiale, Mazars. Sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, je tiens d'ailleurs à préciser que la Gécamine a décidé, pour toutes les études impliquant des partenaires étrangers, de ne recourir qu'à des sociétés de rang international connues pour appliquer les meilleurs standards en matière de règles internes de compliance et non susceptibles de compromission à notre égard. Nous espérons que cet effort de transparence contraindra nos adversaires à plus d'inventivité lorsqu'ils cherchent à discréditer notre action au mépris de toute réalité objective.
C'est ainsi que nous travaillons également avec PricewaterhouseCoopers pour l'audit de nos états financiers, Ernst & Young pour la modélisation économique et financière de nos partenariats, et que nous sommes accompagnés juridiquement par les cabinets internationaux Auric et Liedekerk. Tous leurs représentants sont ici présents et je les remercie de leur présence. Cette parenthèse refermée, que nous ont appris ces audits? Nous avons principalement découvert que la situation réelle de nos entreprises communes nous priverait des bénéfices pour de nombreuses années, voire pour toute la durée de ces partenariats, en raison notamment de dépassements récurrents des hypothèses prévues par les études de faisabilité en matière de CAPEX et d'OPEX, ayant entraîné une charge d'endettement explosive, nous privant tant de dividendes que d'impôts sur les bénéfices pour l'État. Ainsi, pour l'État, si les projections des études de faisabilité avaient été respectées, l'État aurait dû percevoir pour la période, au minimum, en seul impôt sur le bénéfice, 600 millions de dollars. L'État, bien sûr, ne les a jamais reçus. Nous avons également constaté des pratiques managériales, souvent à la marge de la loi, oui, je le dis, souvent à la marge de la loi. Tant sur les pratiques comptables, permettant, en fonction de référentiels comptables adoptés, de minorer les résultats, que sur le recours à la sous-traitance via des groupes filialisés ou ayant partie liée et ne respectant pas les procédures légales liées au régime des conventions réglementées. Nous avons donc pris la décision de faire effectuer une revue juridique, économique et financière de nos partenariats avec nos conseils juridiques et financiers, d'abord pour faire évoluer ces partenariats et ensuite inviter un système qui permet à l'actionnaire majoritaire de développer une politique d'entreprise visant à la maximisation de ses intérêts à son seul profit en raison de déséquilibres majeurs, tant dans la gouvernance des projets, qui privent structurellement la GECAMIN de toute faculté de contrôle réel des principales décisions de l'entreprise, que dans la structure de financement de ces projets. Car, mesdames et messieurs, malgré les propos qui sont colportés ici et là dans tous les journaux internationaux, malgré ces propos, les investisseurs étrangers en République démocratique du Congo font des profits, de très gros profits, qui ne sont pas équitablement partagés avec l'État et avec leur partenaire local, la GECAMIN. D'ailleurs, vous le voyez tous dans leurs communiqués, leurs maisons mères voient leur cours de bourse s'envoler malgré les pertes récurrentes de leurs principales sociétés opératrices en République démocratique du Congo. Par exemple, la société SMOC ou Glencore, qui gère les 2 plus grosses mines apportées par GECAMIN dans les partenariats, voit leur cours de bourse évoluer très favorablement à Toronto ou Shanghai, quand TFM ou Kamoto affichent des pertes et un endettement abyssal, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, je l'ai dit et je le redis aujourd'hui, ce scandale est terminé, on va y mettre fin. Et d'ailleurs, contre toute attente, au regard de l'actualité récente, j'ai lu avant-hier qu'une société, filiale de l'agence de notation Fitch, prévoyait que la RDC serait le marché minier à plus forte croissance au monde, avec une augmentation de 17,7%.
Je peux donc vous garantir que nous sommes loin, très loin de la récession minière annoncée et de la fuite des investisseurs de notre pays. Pour revenir à notre revue économique et financière, elle porte sur 17 partenariats, dont 12 JV en production commerciale et 5 en contrat d'ammodiation. Elle est encore en cours, mais nous avons déjà modélisé nos 4 principaux partenariats actifs et je vais aujourd'hui partager avec vous ces principales conclusions. La première est que nos partenaires ont été particulièrement peu compétents en matière de maîtrise de leur budget prévisionnel. La seconde est que l'analyse économique et financière d'un certain nombre de leviers opérationnels fait apparaître de manière très visible l'impact négatif pour la GECAMIN et pour l'État, soit des déséquilibres constatés, soit des marges perdues. S'agissant des projections financières et opérationnelles, que constatons-nous? Mesdames, Messieurs, afin que mon propos soit plus parlant, nous avons préparé à votre intention quelques diapositives sur la base des 2 partenariats particulièrement représentatifs de la situation. Ainsi, si l'on analyse les seules dépenses d'investissement, comme vous pouvez le voir, de ces 2 partenariats, on constate qu'elles ont été multipliées entre 2 ou 3 fois par rapport à l'étude de faisabilité. Les dépenses ont été multipliées entre 2 ou 3 fois par rapport à l'étude de faisabilité. Et on remarque qu'alors qu'elles étaient prévues pour n'intervenir qu'en début de projet, on se rend compte que les dépenses ont été engagées tout au long du projet sans que l'actionnaire minoritaire que nous sommes n'ait pu s'opposer à leur engagement, mais également et finalement, et c'est pire, sans aucun impact réel sur la production prévue qui aurait permis de les justifier, vous le verrez plus loin. On double les dépenses d'investissement par rapport au budget, mais ça n'a pas changé les volumes de production, comme vous le verrez plus loin. Si on analyse les charges d'exploitation, c'est le slide suivant, on constate qu'elles ont été multipliées par 2 en moyenne par rapport aux études de faisabilité. Comment comprendre que des entreprises de réputation internationale, cotées pour certaines d'entre elles sur des marchés mondiaux, puissent déraper dans de telles proportions? Comment comprendre que des entreprises de cette réputation, qui disent que nous n'avons aucune compétence, peuvent déraper d'autant dans leurs projections? Dans n'importe quelle entreprise, en tout cas dans leur pays, l'actionnariat changerait immédiatement de management. Mais pas chez nous. Dans nos partenariats, au contraire, les managers sont promus et bénéficient de bonus conséquents, qui se comprennent aisément quand on regarde le cours des bourses des propriétaires. Mais entre-temps, et GECAMIN et l'État congolais ont été volés. Oui, je le dis, entre-temps, GECAMIN et l'État congolais ont été volés. Ces dérapages entraînent de manière mécanique, je crois que c'est le slide suivant, une explosion de l'endettement. Une explosion de l'endettement, multipliée dans certains cas par 4. L'endettement a été multiplié par 4 par rapport aux prévisions des études de faisabilité. Et cet endettement est constitué majoritairement des prêts d'associés, sans que nous puissions contrôler la justification du taux d'intérêt qui est proposé à la société commune pour rémunérer son actionnaire majoritaire. Comme vous le voyez, la société commune paie donc des intérêts à l'actionnaire majoritaire qui bénéficie de l'endettement extensif, fruit de ses propres décisions d'investir, tout en ayant la garantie d'être remboursé in fine par le projet.
dont le principal actif pourtant est les titres miniers par la GECAMIN cédés à la société commune. Mesdames, Messieurs, je vous le demande, est-ce moralement juste? Est-ce moralement juste? En revanche, comme je l'ai dit en début, en termes de production, tous ces dépassements ne permettent finalement d'atteindre que les mêmes volumes espérés et prévus. On aurait pu s'attendre que la production aurait explosé. Non, c'est bien la même que celle qui était prévue. Alors, pour me résumer, nos projets atteignent plus ou moins leurs objectifs de production. Mais pour un CAPEX de 2 à 3 fois supérieur, pour des OPEX largement supérieurs et une charge financière qui a explosé. Et la conséquence, c'est de priver l'État des impôts sur le bénéfice et les GECAMIN apporteurs du titre de ces dividendes. Vous pouvez le voir sur le slide qui vous est présenté. Mesdames et messieurs, pour le dire différemment des slides, la richesse générée par le projet, grâce à l'exploitation des fruits de notre sous-sol, est captée en amont par les contractants qui ont construit l'usine, les sous-traitants qui l'exploitent et les apporteurs de capitaux qui la financent. Pendant ce temps, le cuivre et le cobalt congolais sont extraits pour le plus grand bénéfice d'autres que le peuple congolais. C'est ça la vérité de ces partenariats. Cette situation n'est rendue possible que par un double déséquilibre que nous allons nous employer à corriger. Nous allons nous employer à corriger ce double déséquilibre. Un déséquilibre lié à l'absence de contrôle, un déséquilibre lié à la structure de financement. Commençons par le déséquilibre lié à l'absence de contrôle. Le problème fondamental qui est posé ici est celui de savoir qui supporte les dépassements du projet, qui doit supporter le risque de la non-atteinte des objectifs. Est-ce celui qui est en charge de tout, des opérations et de financement, l'investisseur étranger opérateur, ou celui qui n'est en charge de rien, mais qui fournit la ressource minérale? Mesdames et messieurs, jusqu'à présent, c'est la deuxième option qui a été privilégiée, au motif que, je juge totalement spécieux bien sûr, que les capitaux apportés au projet méritaient une protection supérieure à celle des ressources minérales apportées au projet. À partir de maintenant, je vous le dis ou je le redis, ce ne sera plus possible. C'est terminé. La première richesse d'un projet minier, c'est la ressource minérale. La première richesse d'un projet minier, c'est la ressource minérale. Pas les capitaux ou les supposées compétences. Je dis bien supposées compétences parce que quand on voit les dérapages, on se demande où sont ces compétences. Les supposées compétences apportées par l'investisseur opérateur. Mesdames et messieurs, je vous le dis, on ne fait pas des batteries électriques avec des dollars, mais avec des cobaltes de la République démocratique du Congo. C'est avec ça qu'on fait des batteries électriques, pas avec des dollars. Donc la première richesse, c'est bien la ressource minérale. Je voudrais que tout le monde le comprenne aujourd'hui et définitivement. Chaque projet était basé sur une étude de faisabilité qui était faite à l'initiative du futur partenaire de la GECAMIN. Ce partenaire, sur la base de cette étude, proposait à la GECAMIN de développer un projet industriel fondé sur des hypothèses de coûts d'investissement, de coûts d'exploitation et des hypothèses de résultats qui justifiaient alors pour la GECAMIN sa volonté de s'engager dans de tels projets. Une fois l'étude acceptée, notre partenaire devient seul responsable du projet. Le minérateur que nous sommes ne pouvant plus peser sur les grands choix opérationnels
et n'étant pas associés à l'exécution du partenariat. Et ce n'est pas la seule présence d'administrateurs au conseil d'administration, sans minorité de blocage qui offre un quelconque secours ou une capacité suffisante pour pouvoir s'opposer. Parce qu'on nous retorque souvent quand on conteste, mais vos administrateurs étaient là. Ils n'ont aucune minorité de blocage, ce sont des figurants. Vous l'avez constaté, les investissements initiaux dérapent en coût unitaire, de nouveaux investissements sont engagés à la seule discrétion du majoritaire qui parfois oublie même d'informer le conseil d'administration de sa décision, alors même que cet investissement modifie fondamentalement l'économie générale du projet. C'est pourquoi nous devons et nous allons revoir nos partenariats. Nous devons et nous allons revoir nos partenariats dans 3 directions. Premier levier de correction, les décisions réservées. Dans tous nos partenariats, un certain nombre de décisions réservées seront non négociables et devront requérir le vote de la GECAMIN pour leur adoption. Un nouvel investissement qui dépasse une certaine portion de l'étude de faisabilité nécessitera une approbation formelle. Les négociations avec des sous-contractants stratégiques nécessiteront également une approbation formelle. Toute modification substantielle par rapport à l'étude de faisabilité nécessitera une nouvelle étude de faisabilité. Je reste un peu sur le point de la sous-traitance. Je tiens à rappeler et à préciser que la République démocratique du Congo a promulgué en février 2017 une loi sur la sous-traitance visant à favoriser l'accès à la sous-traitance aux entreprises congolaises afin de développer une classe moyenne locale. Cette loi constitue pour tous les donneurs d'ordre une obligation qu'ils doivent respecter. En tous les cas, GECAMIN, dans ses partenariats, impose désormais que sa part relative dans l'actionnariat détermine la part des dépenses d'exploitation dont elle devra bénéficier directement ou indirectement via d'autres sous-traitants congolais. Ce devra être le cas aussi dans les partenariats actuels, comme ça sera dans les partenariats nouveaux. Dans les partenariats actuels, nous reviendrons à cette disposition obligatoire de la sous-traitance à hauteur de notre part sociale. Nos rapports et études ont montré que, notamment avec les sociétés affiliées du majoritaire, le coût était surévalué par rapport à un marché concurrentiel. Ainsi, une amélioration de 20% des coûts de sous-traitance sur la moitié de tous les flux de sous-traitance des 4 partenariats examinés aurait amélioré les revenus pour l'État et la GECAMIN de 200 millions de dollars en moyenne. Nous pensons qu'il est également important de nous donner les moyens effectifs de mieux contrôler la production, car nous avons noté des incohérences particulièrement importantes dans les bilans matières dans plusieurs de nos partenariats. Nous pensons qu'un contrôle plus strict de la matière première SKV permettra de corriger des différences au niveau de la production finale et qui ne se justifient pas au vu des taux de récupération. Cela aura un impact particulièrement important sur les chiffres d'affaires. Et je rappelle que certaines pratiques sont clairement délictueuses et pourraient être traitées comme telles par les services juridiques. En tous les cas, GECAMIN réserve tous ses droits quant à ça. S'agissant également du prix de vente des produits, nous constatons que dans chacun de nos partenariats en production, je rappelle, plus de 600 000 tonnes de cuivre par an et plus de 50 000 tonnes de cobalt, le prix de vente est le prix spot. Or, vous le savez tous ici présents, le marché cuivre est composé à 70% de contrats à long terme et 30% seulement sont spot.
Je ne crois pas que nos partenaires, mais nous ne pouvons pas le savoir car nous n'avons pas accès à ces contrats malgré nos demandes. Je ne crois pas que nos partenaires qui vendent à leurs sociétés filiales de trading, pour certaines d'entre eux, revendent au prix spot. Je n'y crois absolument pas. Pourtant, ce prix nous est imposé dans le cadre de la vente de notre société commune aux sociétés acheteuses, sans compter les décotes, produits et transports souvent injustifiés, considérant qu'à la qualité de la production ne relève que deux seuls. Cela non plus n'est plus acceptable, car c'est du profit déguisé pour nos partenaires et des pertes pour l'État et la GECAMIN. Désormais, les contrats de vente devront faire l'objet d'un appel d'offres. Libre à nos partenaires de s'aligner sur le mieux-disant ou au minimum à un prix spot majoré d'un pourcentage lié à la pratique des contrats à long terme. Ça sera ça la règle. Il est clair que les pratiques actuelles constituent un manque à gagner pour notre société commune qui est également passible de sanctions judiciaires si l'intention délictuelle venait à être démontrée. C'était le premier levier. J'ai de l'eau ici. Excusez-moi. Deuxième levier. Nous allons introduire des obligations de résultat sous les éléments de l'étude de faisabilité. Pourquoi, dans les contrats EPC, les sous-contractants garantissent l'atteinte des objectifs, notamment en termes de coûts, quand dans notre cas particulier, pour lequel ce sont souvent des sous-traitants identiques qui interviennent, ce ne serait pas le cas ou ce n'est jamais le cas. Pourquoi l'usine d'un de nos partenaires dans l'Interland Katangé a-t-elle respecté son coût de développement? Et quand nous nous retrouvons ensemble dans une joint venture, avec ces mêmes, les coûts du projet dérapent. Pourquoi? Troisième levier, le levier fiscal. Il y aura une incitation forte à respecter les engagements pris, qui serait par exemple de ne pas déduire fiscalement, via les dotations aux amortissements, une part des dépassements sur les investissements. Je crois, mesdames et messieurs, à ces trois conditions, que la tentation de laisser déraper les dépenses absolument injustifiées, voire imprévues, pour des montants très importants, sera définitivement limitée. Deuxième chose que nous allons corriger, c'est le déséquilibre lié au financement du projet. Il y a la prépondérance dans la part du financement de prêts d'actionnaires aux dépens du capital initialement injecté. Il est désormais nécessaire d'inscrire un ratio minimum entre capitaux propres et part d'endettement afin de réduire la part des frais financiers affectés à la rétribution des apporteurs de capitaux au détriment des actionnaires, pour ne pas dire au détriment de l'actionnaire minoritaire. Je pense que des actionnaires qui seront plus intéressés par la rentabilité opérationnelle du projet seront plus motivés à réduire les charges opérationnelles et fonder le retour sur investissement sur leur apport initial. Cela permettra ainsi d'aligner les intérêts de nos partenaires sur les nôtres. Ces partenaires se comporteront enfin plus en industriels qu'en simples banquiers qui sont aujourd'hui. Aujourd'hui, nos partenaires sont des banquiers qui se rémunèrent sur des taux d'intérêt excessifs et n'ont pas besoin de résultats. Et GECAMIN et l'État congolais sont pénalisés. En effet, dans les faits, le rapport entre dette d'actionnaires et capital social n'a fait qu'augmenter, atteignant un rapport de 1 à 36 pour certaines d'entre elles. 1 à 36 pour certaines d'entre elles. On voit bien que cette situation ne peut se justifier que parce que nos partenaires privilégient leur rentabilité interne aux dépens de celle du projet.
Ils privilégient leur rentabilité interne aux dépens de celle du projet et minorent ainsi la part des revenus. Si un ratio plus raisonnable avait été respecté, la diminution des frais financiers aurait eu pour impact une augmentation du résultat net et donc de l'impôt sur le bénéfice pour l'État et des dividendes pour la GECAMIN. Ainsi, pour les 4 partenariats sur 17 qui ont déjà été modélisés, cela aurait entraîné une amélioration de 38% de la part cumulée revenant à la GECAMIN via les dividendes et à l'État via les impôts, soit 600 millions de dollars qu'on aurait pu encaisser. Alors, quel est le principal levier que nous avons identifié pour corriger cette tendance? Ce levier réside dans la valorisation de nos gisements dans les états financiers de la société. Nous allons désormais valoriser nos gisements dans les états financiers de la société. Nos titres ont été transférés sans contrepartie financière dans les sociétés communes et ne se retrouvent nulle part dans nos états financiers. Et ce qui nous semble encore plus étonnant, c'est bien qu'apporteur du titre, bien que nous ayons apporté le titre, nous devions rembourser sur nos dividendes futurs très hypothétiques l'apport en capital qui est fait par notre partenaire comme si nous n'avions rien apporté, Le principal actif du projet est totalement invisible du bilan. Est-ce que c'est normal? Je vous le demande. Est-ce que c'est normal? Si vous ne répondez pas, je vous réponds, ce n'est pas normal. Nous avons donc demandé à nos conseils de valoriser nos titres miniers au regard des réserves prouvées et probables des gisements sur la base d'un montant unitaire de 200 $ américains la tonne de cuivre et 2000 $ la tonne de cobalt. Cette valeur a été calculée sur la base de la valorisation d'entreprises comparables et de gisements à un stade non exploité. La prise en compte de la valeur de nos titres dans nos JV actuels imposera donc à nos partenaires d'apporter du capital en numéraire, qui sera alloué aux investissements et réduira la dette pour les premières années d'exploitation. Nous constatons que cette réduction de l'endettement améliorerait la rentabilité des JV à un niveau qui permettrait d'atteindre un résultat fiscal nul pendant les premières années d'exploitation et éviterait ainsi ce déficit reportable année après année qui obère quasi définitivement les chances de jamais voir un jour de dividende. Sur la base de nos modélisations, l'introduction d'un apport en numéraire aux 4 partenariats examinés aurait pour effet un rééquilibrage des fonds propres. Vous le voyez dans le tableau qui vous a été présenté, et peut-être, au-delà du rééquilibrage des fonds propres, une nouvelle répartition actionnariale, et améliorer d'environ encore 600 millions la part cumulée État-GECAMIN. Mesdames et messieurs, un dernier sujet me tient à cœur, c'est la question du pas de porte. Le pas de porte représente, comme vous le savez, le droit d'entrée ou le droit d'avoir été choisi par GECAMIN et l'État pour exploiter nos ressources. Aujourd'hui, le pas de porte est payé sur la base de 35 $ la tonne de cuivre et équivalent tonne de cuivre pour les autres minerais, y compris le cobalt. Son calcul est simple. Malheureusement, ce calcul n'a pas évolué depuis les années 2000, ce qui ne se justifie absolument pas. Ainsi, la seule intégration de l'absence de prise en compte de l'inflation depuis 2002 revient en fait à payer aujourd'hui le pas de porte 36% moins qu'en 2002, rien que du fait de l'inflation. Plus grave,
Plus grave, ce prix avait été fixé en référence à la valeur brute des gisements. Force est de constater que leur valeur a augmenté sous l'évolution des matières, l'effet de l'évolution des matières premières, ce qui n'a pas été le cas du pas de porte. Ainsi, à titre d'exemple, un pas de porte de 70 millions de dollars pour un gisement de 1 million de tonnes de cuivre et 100 000 tonnes de cobalt, dont la valeur brute était de 3 milliards de dollars, ce pas de porte de 70 millions représentait 2,3% de droits d'entrée. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, ce même gisement vaut à peu près 14 milliards de dollars, et si on garde ce même pas de porte, ça veut dire que le pas de porte ne représente que 0,5%. 0,5%. Or, la valeur du gisement, c'est bien celle que je viens de vous dire. Donc, notre pas de porte va être réajusté parallèlement aux évolutions des cours du cuivre et du cobalt constatées depuis 2002. Notre nouveau pas de porte sera désormais de 165 $ la tonne de cuivre ou équivalent tonne de cuivre. 165 $, ça ne sera plus 35 $. Si vous voulez entrer en partenariat avec la GECAMIN, vous voulez avoir accès au gisement, le pas de porte sera de 165 $ la tonne de cuivre ou équivalent tonne de cuivre. Une réévaluation sera réalisée chaque année au niveau de la GECAMIN pour prendre en compte les cours des métaux sur la base des consensus des traders, à la hausse comme à la baisse. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, les résultats de la modélisation de ces 4 partenariats sont concluants et terriblement frustrants. Terriblement frustrants. Sur une période de production comprise entre 2004 et 2009, le manque à gagner de l'État et de la GECAMIN se chiffre en milliards de dollars. Ce chiffre en milliards de dollars, ce sont ces milliards de dollars qui manquent à notre pays pour pouvoir engager une dynamique de développement. Ce sont ces milliards de dollars qui manquent à notre pays pour engager une dynamique de développement. Nous appelons donc à une remise à plat de tous nos partenariats passés, afin de leur permettre de réaliser le seul objectif pour lequel ils ont été signés, dégager des bénéfices pour l'État et la GECAMIN. C'était ça l'objectif au moment où on avait signé ces partenariats. Cela d'ailleurs nous avait été promis par les organismes multinationaux qui nous avaient conseillé le Code minier de 2002. Ils nous avaient tous promis ça. Vous, État congolais GECAMIN, vous n'avez pas les moyens de développer vos mines, vous n'avez pas les compétences de développer nos mines, laissez-les à des partenaires étrangers, vous aurez impôts et des dividendes, et le bonheur et le lait couleront en République démocratique du Congo. Il n'y a ni bonheur ni lait qui coule en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ce n'est donc clairement pas le cas, et nous sommes dans un marché de dupes. Nous sommes dans un marché de dupes. Nous avons payé très cher des pertes sèches et irrécupérables de minerais, un outil industriel qui ne nous rapporte pas. Nous sommes donc fondés à repenser les termes de ces partenariats qui ne correspondent pas à ce pourquoi ils avaient été signés. Il y a clairement une erreur dans la gestion qui devrait nous interpeller. Nos partenaires devraient être au moins autant que nous insatisfaits de cette absence de bénéfices. Mais le simple fait que ce ne soit pas le cas est étrange. Eux, ils se satisfont de ça. C'est très étrange. Parce que je me pose la question. Quels intérêts ils auraient à continuer à produire des minerais qui ne leur rapportent rien, aucun dividende, et quel intérêt ils auraient à creuser des dettes qu'ils s'empressent par ailleurs de financer. Je vous le dis, nous leur poserons la question au cours du 2e trimestre prochain, quand nous les inviterons à engager une discussion franche et honnête sous la mise en œuvre de leur contrat dans le sens d'un meilleur partage des responsabilités et des risques. Nous engagerons la renégociation au début du 2e trimestre. Mais cela
d'une certaine manière, c'est le passé que nous essayons de corriger. Pour l'avenir, nous ferons tout pour ne pas réitérer ces erreurs. Nous ferons tout pour ne pas réitérer ces erreurs. Et la première correction est de concevoir un système dans lequel les intérêts des partenaires sont alignés. Nous nous sommes donc inspirés, pour ce faire, de ce qui marche ailleurs et de ce qui marche depuis longtemps, le partage de production dans le secteur pétrolier. Nous nous sommes inspirés de ce qui marche ailleurs, le partage de production dans le secteur pétrolier. Nous avons donc recouru à des experts de la modélisation du secteur pétrolier, de Ernst & Young, pour nous accompagner. Pour le dire vite, le partage de production, c'est un contrat de JV traditionnel qui marcherait et qui, après année, garantirait à l'apporteur de titres les revenus de l'exploitation de son titre, indépendamment de la bonne ou mauvaise gestion de l'opérateur qui aurait été choisi et indépendamment des fluctuations du marché. C'est ça, pour le dire en résumé. Le système est simple et vertueux. Il est mis sur le diapositive suivant et repose sur 3 principes. 1. La Gécamine sera désormais rétribuée en nature, c'est-à-dire en matière produite, qu'elle se chargera de commercialiser comme elle le souhaite. Il n'y aura plus de discussion entre le producteur-acheteur et les partenaires pour vendre au plus bas, car il est le consommateur final et le partenaire vendeur qui veut maximiser ses ventes. Chacun pourra agir en fonction de ses seuls intérêts. 2. Si le projet n'atteint pas la rentabilité souhaitée, c'est l'opérateur investisseur qui en supportera les risques, pas la Gécamine. Si le projet n'atteint pas la rentabilité souhaitée, c'est l'opérateur investisseur qui en supportera les risques, pas la Gécamine. En tant que seul responsable des opérations, cela nous paraît totalement justifié. Ainsi, je crois, nos partenaires seront particulièrement incités à tout faire pour ne pas dépasser les OPEX et CAPEX convenus, car ils seront les seuls pénalisés. C'est le principe du cost-stop qui limite le remboursement. Le principe du cost-stop qui limite le remboursement. Cette innovation renverse la charge du risque sur l'investisseur, qui sera seul comptable de ses choix opérationnels et de financement, et réintroduira, je pense, une dynamique industrielle dans le projet que nous espérons bien sûr vertueuse. 3. Si les cours de matières premières évaluent favorablement, le partage du surplus dégagé par rapport aux hypothèses de base sera reparti par palier sur une base plus favorable à la Gécamine au fur et à mesure que le prix augmentera. Les 2 parties gagneront toujours, mais pas dans les mêmes proportions. C'est le principe du R-factor retenu pour répartir le profit minerals. Ce dernier est calculé sur la base des coûts cumulés et des revenus cumulés de l'investisseur. Il est donc, je crois, particulièrement transparent. Dans toutes les hypothèses testées, mesdames et messieurs, comme vous le voyez, les résultats de ce modèle sont supérieurs à ceux de notre modèle traditionnel de JV actuel. Dans toutes les hypothèses, ce modèle de partage de production est meilleur que les JV actuels. Ainsi, comme vous pouvez le voir sous le graphique du haut, dans l'hypothèse d'un partenariat traditionnel, la part qui reviendra à la Gécamine dans une hypothèse où les coûts réels se sont relevés être conformes à l'étude de faisabilité sera plus intéressante dans l'hypothèse du partage de production. Le second graphique présente un cas dégradé, soit en raison d'une chute des cours des matières premières, soit en raison d'une gestion non conforme aux projections. Dans cette hypothèse, dans le cas du partage de production, la Gécamine continue à percevoir la part contractuelle de la production qui lui est promise,
alors que dans le cas de la JV traditionnelle, elle ne perçoit quasiment aucun revenu. C'est ce que nous vivons dans 100% de nos partenariats actuels, dans 100% de nos partenariats actuels. Dernier graphique. En cas d'hypothèse d'évolution des cours des matières premières favorables par rapport à l'étude de faisabilité, les revenus de la GECAMIN augmenteront relativement plus vite que ceux du partenaire. On estime en effet que c'est la ressource que nous apportons qui permet cette augmentation des revenus, plus que la gestion du partenaire. Et donc, c'est à celui qui a apporté la ressource de bénéficier en proportion d'une augmentation de la part de revenus qui lui est affectée. Bien sûr, notre partenaire percevra aussi plus de revenus, mais de manière strictement proportionnelle à ceux de la GECAMIN. Vous comprendrez aisément le changement de paradigme que ce nouveau type de contrat induit. Nous ne pouvons plus nous permettre d'alimenter l'industrie mondiale avec nos minerais pour un résultat aussi minime que celui que nous constatons aujourd'hui. Que nous restera-t-il demain pour assurer notre développement quand notre sous-sol aura été vidé de sa substance? Que nous restera-t-il? Rien. C'est pourquoi, dès à présent, nous souhaitons prendre les mesures nécessaires pour garantir que nous profiterons réellement des fruits de notre sous-sol. Je connais déjà et j'entends déjà les réactions des investisseurs du secteur sur le caractère irréaliste de ces propositions. Je ne les cautionne pas. Je ne les cautionne pas tant elles sont outrancières. Qu'on se le dise clairement, les gémissements plaintifs de nos partenaires qui craignent de déplaire à leur board d'actionnaires ne nous concernent pas, ne nous concernent plus. Il est question ici du développement d'un pays. Il est question ici du développement d'un pays, pas de la rente actionnariale de tel ou tel investisseur ou fonds de pension. Ce n'est plus de ça qu'il s'agit. Il s'agit du développement d'un pays. Mesdames et messieurs, je vous le dis ici, la République démocratique du Congo n'est pas un produit financier. Et je dirais même plus, l'Afrique tout entière ne devrait plus être un produit financier. Primo, les risques dont il parle sont largement et volontairement surestimés. Largement et volontairement surestimés. Quand on analyse les performances boursières de nos amis, dont certains ont vu leur cours de bourse croître de 1200% en une année. Expliquez-moi ça. Secundo, nous savons que de nouveaux acteurs intégrés cherchent à investir le secteur et nous serons heureux de les accueillir parce que leurs objectifs ne sont plus uniquement liés à la rentabilité financière de leurs opérations, mais bien plus aux impératifs de stabilité de leurs approvisionnements de long terme en matière stratégique et de la maîtrise des prix par rapport aux fluctuations du marché. Je rappelle, vous le savez sans doute tous, que la RDC représente au minimum 60% des ressources mondiales de cobalt. Je crois que cela nous donne une certaine légitimité à dire ce que nous disons aujourd'hui. Nous sommes donc confiants dans l'intérêt qu'un tel type de partenariat pourrait avoir pour ces acteurs, avec lesquels nous sommes par ailleurs déjà en discussion sur 2 gisements qui ont un potentiel total de 4 millions de tonnes de cuivre et 400 000 tonnes de cobalt. Mesdames et messieurs, toute cette bataille pour un meilleur partage de la valeur produite dans notre pays n'a de sens que dans la perspective plus large de la reconstruction d'un outil national tel qu'il a existé par le passé. Nous ne nous satisfaisons pas des revenus des partenariats, mais encore moins de ne plus être un producteur minier de premier plan, ce que nous n'aurions jamais dû cesser d'être quand nous avions écouté les sirènes
des organismes internationaux en 2002. Rien ne pourra remplacer pour ce pays un acteur minier national qui n'aura à partager les fruits de son sous-sol qu'avec son seul État actionnaire. Ainsi, le secteur minier pourra de nouveau contribuer à hauteur de plus de 60% aux recettes fiscales de notre pays, comme ce fut le cas par le passé, non pas comme aujourd'hui, à moins de 25%. Et ce sont des chiffres qui sont donnés en 2016 par la Banque mondiale lors de la préparation de la révision du Code minier. Je suis venu ici même, il y a quelques années, vous présenter le plan stratégique de redressement de la GECAMIN. Je suis conscient qu'il n'a pas encore atteint les résultats escomptés. Mais je peux vous assurer qu'il n'a pas dévié. Notre objectif reste toujours le même, redevenir un acteur minier qui pèse. Mais la voie vers cet objectif est plus longue et plus complexe à mettre en œuvre que nous le pensions, en raison d'un certain nombre de difficultés auxquelles nous avons dû et devons encore faire face. La première d'elles était l'accès aux capitaux pour financer notre plan de redressement. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais en résumé, notre bilan qui devait être toiletté ne l'a pas été, n'a jamais permis de rassurer suffisamment les investisseurs pour les inciter à nous accompagner. Par ailleurs, les revenus des partenariats qui devraient commencer à être perçus à partir de 2013 n'ont jamais été au rendez-vous. Nous avons donc également été privés de ces ressources qui constituaient un des éléments de notre plan de financement. Cette absence de ressources nous a contraints à différer certains investissements et à ne compter que sur nos actifs que nous avons dû gérer en conséquence. Le second est lié à notre structure. Malgré nos efforts pour nous projeter vers l'avenir, nous sommes restés jusqu'à présent, je le reconnais, une entreprise du passé, régie par des règles de fonctionnement inadaptées à notre poids réel, dotée de ressources humaines pléthoriques et vieillissantes au regard des standards industriels et avec un outil de production largement dépassé, car datant de plus d'un siècle pour certaines de nos installations. Malgré tout, l'argent investi pendant toutes ces années pour essayer de le réhabiliter, malgré les efforts réalisés sur la réduction du personnel, dont d'ailleurs nous avons pu accompagner plus de 2200 à la retraite, notre organisation reste structurellement inadaptée aux enjeux du monde minier tel que nous le vivons aujourd'hui. Nous avons donc décidé de prendre le problème de fond et d'engager une réforme profonde de GECAMIN pour la moderniser. Nous avons mandaté Ernst & Young Advisory pour établir le diagnostic de notre organisation et nous proposer, au regard des meilleures pratiques de l'industrie mondiale, mais aussi de notre propre ADN, plusieurs scénarios d'évolution. Ces scénarios sont aujourd'hui sur la table et le prochain conseil d'administration que nous tiendrons mi-février décidera de l'orientation que nous souhaitons donner à notre future organisation. Néanmoins, tous ces scénarios dessinent déjà une entreprise plus décentralisée dans la gestion des unités opérationnelles, poussant à plus de transversalité entre les fonctions support et les unités de production, nécessitant une réduction des échelons hiérarchiques, un renforcement de notre capacité à suivre nos partenaires, ainsi qu'un rajeunissement de nos cadres. Cette réforme constituera au sens premier du terme et pour nos départements aussi une modernisation. Nous engagerons cette vaste réforme à partir du deuxième trimestre de cette année, avec pour perspective une structure pleinement opérationnelle à la fin de l'année. Cette nouvelle organisation, plus agile, plus réactive, moins administrative, fondée sur l'autonomisation des acteurs, leur plus grande responsabilisation, arrivera à point nommé pour nous permettre de suivre les nouveaux projets que nous avons développés depuis 2 ans. Le premier, vous le connaissez pour certains d'entre vous, c'est l'usine de Desiwa, dont la construction par notre partenaire CNMC a débuté cette année et qui enrichira la région de Kolwezi d'une nouvelle usine de production de 80 000 tonnes de cuivre
et 8 000 tonnes de cobalt, et dont la Gécamine récupérera, quoi qu'il arrive, la propriété dans 9 ans. Cette usine constituera à l'horizon 2030 la plus grande usine de la Gécamine sur un gisement actuellement de 1 500 000 tonnes de cuivre. Dès l'année prochaine, selon nos accords avec le partenaire, une prospection complémentaire continuera pour certifier, nous espérons, encore 2 millions de tonnes, et donc nous permettre de construire un complément d'usine pour arriver à 200 000 tonnes de cuivre. Cette usine, je vous le rappelle, appartiendra définitivement, selon nos accords, à la Gécamine, après 9 ans. Le second projet, c'est le site de Régé de Kingamiambo, dont les réserves ont été certifiées à 32 000 tonnes de cobalt par une étude réalisée par le cabinet Pivot ici en Afrique du Sud. Et nous avons une étude de faisabilité bancable et nous sommes déjà en train de structurer le financement de cette usine qui appartiendra en propre à la Gécamine. Nous sommes actuellement pour parler avec des investisseurs étrangers pour beaucoup d'autres projets. La Gécamine est en train effectivement de se remettre en marche. Mesdames et messieurs, le chemin de la modernisation de la Gécamine est encore long. Néanmoins, depuis désormais 2 années, avec l'aide de nos conseils, nous regardons la réalité en face pour pouvoir engager sereinement toutes les actions nécessaires à l'atteinte de nos objectifs. Nous nous réjouissons également de l'appui dont nous bénéficions actuellement de la part de notre Parlement, et j'en profite d'ailleurs pour saluer la présence de nombreux parlementaires congolais présents avec nous aujourd'hui dans la salle. Il n'y a pas de fatalité, à notre situation. Nos relations avec nos partenaires sont déséquilibrées. Nous allons les rectifier. J'ai d'ailleurs lu que ceux-ci ne s'interdisaient aucun type de recours pour essayer d'éviter de contribuer comme ils le devraient à la richesse nationale. Qu'ils n'hésitent pas. Nous sommes confiants dans notre capacité de faire admettre au monde que des contrats conclus en temps de guerre pour des montants lésionnaires et constitués des clauses léonines doivent pouvoir être amendés dans le sens d'une plus grande équité. Nous en sommes convaincus. S'agissant de notre organisation, celle-ci est obsolète et nous devons la réformer. À ce prix seulement, à ce prix qui implique des renoncements et des sacrifices, nous pourrons construire une nouvelle Gécamine moderne, prête à affronter à armes égales la concurrence mondiale pour l'intérêt du seul peuple congolais et de son actionnaire, l'État congolais. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Accepté de venir inaugurer aujourd'hui son siège social modernisé. C'est une marque d'estime à l'endroit de notre entreprise dont nous vous sommes profondément reconnaissants et que nous mesurons à sa juste valeur au regard de vos multiples préoccupations. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, l'histoire de la République démocratique du Congo et celle de la Gécamine se confondent assez largement, dans la grandeur comme dans les difficultés. Tout le monde le sait, on l'a dit d'ailleurs par le gouverneur tout à l'heure, chaque Congolais a vécu à un moment de sa vie par et grâce Gécamine. La Gécamine a été le principal moteur du développement de notre pays. Malheureusement, son déclin industriel et commercial a eu des répercussions particulièrement graves sur la capacité de l'État à jouer son rôle auprès de nos concitoyens. Pourtant, depuis notre arrivée, le conseil d'administration n'a eu de cesse d'entreprendre toute une série d'actions destinées
à transformer la GECAMIN pour lui permettre à nouveau de jouer pleinement son rôle auprès de l'État et surtout au service de tous nos concitoyens. Cette inauguration de la modernisation de notre siège social constitue pour nous l'occasion, devant vous tous réunis, autorités, partenaires, salariés de la GECAMIN et au premier chef devant vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est l'occasion de vous faire part de cette ambition pour notre entreprise et une fois n'est pas coutume, de rétablir certaines contre-vérités colportées par des rapports malveillants sur notre État et notre entreprise. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, par sa structure, ce nouvel immeuble est le même que celui que vous aviez toujours connu. Cependant, rien de ce qui appartenait au passé dans cet immeuble n'a été conservé. Rien. Cet immeuble a fait sa mue et ceux qui connaissaient nos anciennes installations décrépites pourront témoigner que le siège social de la GECAMIN a fait peau neuve. 3060 mètres carrés de surface ont été transformés. 57 bureaux ont été rénovés. Un restaurant d'entreprise moderne et un nouveau parking ont été créés. Nous avons désormais un outil de travail idéal pour nos cadres et pour recevoir dignement nos partenaires. Je tiens donc sincèrement à tous vous remercier, intervenants GECAMIN comme partenaires, pour la qualité du travail accompli ici à Lubumbashi et qui témoignera longtemps et auprès de tous de notre capacité à produire d'aussi belles réalisations localement. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cet immeuble incarne les transformations majeures que notre entreprise vit depuis quelques années, que ce soit au niveau opérationnel, social, partenarial et vivra encore pour l'amener à devenir une entreprise compétitive, capable d'exercer pleinement son rôle au bénéfice de la RDC tout entière. Cet immeuble est l'étendard qui doit tous nous inspirer. Membres du conseil d'administration ou collaborateurs, il fixe le standard d'exigence que nous attendons de nous-mêmes. Il doit également refléter auprès de nos partenaires dans les JV nos ambitions renouvelées. Car malgré nos difficultés, dont le président de l'intersyndicale a parlé, GECAMIN ne se résout pas à accepter cette situation. Il n'y a aucune fatalité comme certains voudraient nous le faire croire, et il y a même une trajectoire qui se dessine. Nous conservons notre attachement à nos valeurs de solidarité vis-à-vis de nos travailleurs et vis-à-vis des territoires dans lesquels nous sommes implantés. Nous conservons notre culture, celle d'être une entreprise congolaise opérée par des Congolais pour des Congolais. Mais plus que tout, nous conservons notre mission première, celle de transformer les richesses du sous-sol congolais en richesses pour le peuple congolais. Comme on l'a dit, nous ne cherchons pas à ressusciter l'union minière. Ce que nous voulons, c'est construire une entreprise moderne, dotée d'une structure organisationnelle moderne, disposant d'un outil de production moderne et surtout entraînement de relations équilibrées avec ses partenaires. J'entends déjà les cyniques qui objecteront, comme ils objectent toujours, que 6 années pour arriver à ce résultat, c'est trop long et pour trop peu. Mais est-ce vraiment le cas? Avant de statuer trop vite, il faudrait peut-être se remémorer d'où vient la GECAMIN et imaginer que cette entreprise aurait pu, pour ne pas dire aurait dû disparaître et n'être plus aujourd'hui qu'un glorieux souvenir dans la mémoire des Congolais. Je voudrais rappeler devant vous tous ici plusieurs faits importants. La GECAMIN a dû faire face pendant toutes ces années à des charges sans rapport avec ses capacités productives. 12 000 personnes pour 20 000 tonnes de cuivre, c'est au minimum 9 000 personnes de trop par rapport à l'industrie moderne. Et la GECAMIN pourtant n'a jamais mis personne au chômage, personne, et a toujours honoré les salaires de son personnel. La GECAMIN n'a pas aidé par personne ou presque. Entendez-moi bien, aucune institution financière nous a fait un quelconque crédit
pour investir dans l'entreprise. Nous n'avons pu compter que sur des bailleurs privés, des ressources exceptionnelles, fruits parfois de la vente de certains de nos actifs non stratégiques et des flux que nous avons souvent dû arracher de haute lutte à nos partenaires pour continuer à avancer. La GECAMIN, souvenez-vous, avait dû céder à ses partenaires 32 000 et près de 3 millions de tonnes de cobalt. Nous n'avions trouvé à notre arrivée que 600 000 tonnes de réserves potentiellement exploitables mais non certifiées. Ce fut cela notre héritage. Beaucoup l'oublient. La GECAMIN n'a jamais touché $1 de dividende de l'ensemble de ses partenaires depuis 2002. Malgré tout cela, nous avons continué à jouer notre rôle auprès de l'État en contribuant plusieurs centaines de millions de dollars au compte du Trésor. Malgré tout cela, nous avons récupéré plusieurs actifs miniers, dont un de rang mondial, ou fait certifier des zones qui nous ont permis de reconstituer des réserves et de développer de nouveaux projets. Malgré tout cela, nous avons financé une étude de faisabilité bancable qui nous permettra bientôt de construire en propre une nouvelle usine à Kingamiambo, et il s'agira de la première nouvelle usine GECAMIN depuis 70 ans. Et nous avons dû prendre des décisions majeures en termes industriels, difficiles socialement, en fermant nos usines irrécupérables et en concentrant nos moyens sur ce qui peut encore être utilisé. Et nous avons surtout engagé la révision de nos partenariats pour qu'enfin ils bénéficient à juste proportion au pays. Mesdames et messieurs, je tiens avant toute chose, ici tout spécialement, à remercier et à saluer très sincèrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Malgré les incessantes critiques et pressions que vous avez subies depuis 2002 pour abandonner la régulation de notre secteur minier aux seules lois du marché, vous avez permis à notre pays, par les réformes que vous avez impulsées, par le rôle que vous avez souhaité conserver à la GECAMIN, vous avez permis de conserver une certaine maîtrise sur les recherches de son sous-sol et vous lui avez évité d'être privé du seul outil opérationnel encore debout pour résister aux pressions extérieures. Depuis fin 2010, vous nous avez donné votre temps et votre confiance pour engager des réformes. Je vous sais donc gré, Excellence, Monsieur le Président de la République, par votre vision et par votre action. Et à rebours de tout ce que nous pouvons lire ici ou là, de nous avoir évité de subir, d'une part, le cauchemar du renard libre dans le poulailler libre, qui n'aurait plus fait de nous que des spectateurs passifs de l'exploitation de nos propres ressources, et d'autre part, de nous avoir donné le temps et la confiance nécessaires pour engager une réforme structurelle de notre entreprise. Que chacun d'entre nous, au-delà de ses choix partisans, de ses orientations, de son positionnement sur l'échiquier politique, en soit bien conscient et sans penser trahir ses convictions, puisse vous en être reconnaissant, Excellence, Monsieur le Président de la République. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, sous votre impulsion, nous avons engagé une œuvre de transformation en profondeur de GECAMIN. Pour en faire, comme l'a dit le président de la délégation syndicale, un producteur minier dont le bâtiment qui nous surplombe devra être l'emblème. Je sais bien que cette vision que nous portons serait pour certains soit impossible à réaliser en raison de notre prétendue incapacité à nous Congolais à gérer une grande entreprise, soit ne serait que l'habile maquillage destiné à permettre la perpétuation de la mainmise sur les richesses de la RDC par une caste politique mal intentionnée, dont nous serions évidemment les fidèles représentants. Malheureusement, cette vision est complètement troquée et je crois même y percevoir des relents paternalistes d'antan. Car je suis convaincu, comme je sais que vous l'êtes depuis longtemps, Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il n'existe aucune autre solution pour contribuer au développement de notre pays que de construire un secteur minier national fort, une industrie nationale qui
contribue fiscalement aux recettes de l'État et soit moteur de la sous-traitance industrielle pour l'émergence d'une classe moyenne. Il n'y a pas d'autre solution. Contrairement à ce qui est écrit ici et là, ce ne sont pas les revenus de partenariat noués avec les investisseurs étrangers qui permettront à notre pays de décoller. La situation que nous vivons est d'autant plus insupportable que le monde entier a les yeux rivés sur nos richesses, cobaltifères et cuprifères, et que les cours mondiaux des matières premières s'envolent. Elle est d'autant plus insupportable quand nous constatons que les maisons mères de nos partenaires, qui eux ne déclarent aucun dividende au Congo, voient leur cours de bourse s'envoler et leurs profits exploser. Un petit exemple, pour ceux qui ne suivraient pas attentivement la bourse de Toronto. Les actions boursières de Glencore dans Katanga Mining, qui est le plus gros partenaire de Gécamine en termes de réserve dans KCC, sont passées de 200 millions de dollars à 2,241 milliards au 16 décembre dernier. En une année, leur valeur a été multipliée presque par 12. Cette situation est d'autant plus insupportable que la société locale KCC a toujours accusé des pertes depuis 15 ans. Cette situation est plus insupportable quand ses partenaires étrangers osent de surcroît venir demander au gouvernement de leur conserver leurs avantages fiscaux pour leur permettre de continuer à engranger leurs profits. Afin qu'on ne me prenne pas pour une sorte d'illuminé révolutionnaire, je voudrais citer certains passages d'un récent rapport de la Banque mondiale sur la révision du Code minier qui date d'avril 2007. Et je vais citer: il est anormal qu'un pays dont les exportations de pétrole et de minerais se sont élevées à 48,5 milliards de dollars pendant le cycle de la production minière paye 9,9 milliards de dollars pour rémunérer les investisseurs, ne reçoivent que 6,9 milliards de recettes et se retrouvent dans une situation de crise avec une baisse de ses réserves et des recettes insuffisantes. Cela démontre, et je lis la phrase de la Banque mondiale, cela démontre que le choix de recourir à des multinationales exerçant dans le secteur formel n'a pas produit les effets escomptés par l'État congolais. Cela tient aux limites du code minier. C'est écrit par eux. Cela tient aux limites du code minier. Je continue la citation. Ainsi, alors que le potentiel de la rente des ressources naturelles en RDC est un des plus élevés au monde, et en Afrique subsaharienne, le pays affiche un des plus faibles niveaux de mobilisation de recettes. Ces deux constats révèlent de manière flagrante à quel point la RDC s'écarte de la tendance dominante liant les recettes domestiques au potentiel de la rente des ressources naturelles. Et je continue la citation. Les investisseurs étrangers ont davantage profité du boom des ressources naturelles à partir de 2007 que le gouvernement et les producteurs locaux. Et je cite enfin les dispositions généreuses du Code minier de 2002 et la faiblesse de l'administration fiscale ne permettent pas à la RDC de tirer pleinement profit de ses abondantes ressources naturelles. En 2014, la contribution fiscale des compagnies minières à tous les niveaux, local et national, a été évaluée, écoutez-moi bien, à seulement 3,8% du PIB. Dans d'autres pays comme le Botswana, c'est 48%. Et la dernière phrase de la citation. Selon les études multi-pays actuelles, le gouvernement congolais devait maximiser la valeur actuelle nette de sa part de profit à au minimum 60% au plus. Pour y parvenir, le gouvernement congolais devrait en effet appliquer un régime fiscal complet. Fin de citation. Comme vous pouvez le constater, pour la Banque mondiale, les principales raisons de la faiblesse des revenus pour l'État, entendues largement, sont l'inadéquation de notre code minier, trop favorable aux investisseurs, et le choix fait de recourir à des sociétés multinationales. Voilà les raisons. Mais malgré cela, c'est encore la RDC qui est stigmatisée comme coupable, alors que c'est justement l'inadéquation entre le potentiel de la rente des ressources naturelles par rapport au PIB et la mobilisation de recettes domestiques qui empêche l'État
de remplir de manière optimale ses missions. Et il faudrait, je vous le demande, encore conserver ces avantages fiscaux qui constituent le principal frein à notre développement. Mais pendant ce temps-là, les ONG bienveillantes prétendent que tout va bien pour la GECAMIN. Nous sommes partenaires dans 7 joint ventures actives dont le total des réserves que nous leur avons cédées est supérieur à 32 millions de tonnes de cuivre et près de 3 millions de tonnes de cobalt. Leur chiffre d'affaires en 2016 a été de 2,6 milliards $. Les revenus pour la GECAMIN sur ce chiffre d'affaires en 2016 n'ont été que de 88 millions $. Et nous devrions dire merci patron? Non, on dit que ça suffit et que ça ne peut plus continuer. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, chef de l'État. À rebours de tout ce que je viens d'énoncer, 2 rapports ont fait récemment le procès de l'organisation du secteur minier en République démocratique du Congo. Les principaux griefs qui nous sont faits sont les suivants. La GECAMIN percevrait et dépenserait des sommes d'argent importantes sans réel mécanisme de contrôle interne ou externe. La GECAMIN ne contribuerait pas de façon notable au budget de l'État, ni à sa propre reconstruction, ni à ses salariés, ni à rien d'utile d'ailleurs. La GECAMIN utiliserait donc cet argent à des fins détournées au service d'intérêts particuliers. Et ces ONG de conclure, cette situation constituerait le principal danger du pays, notamment à l'approche des futures élections que nous serions censés orienter. Cela justifierait pleinement que le secteur soit enfin totalement ouvert et transparent. Ainsi, quand ils disent que GECAMIN aurait bénéficié de 1,6 milliard millions de recettes sur la période 2009-2014, ils se trompent simplement de 300 millions de dollars de trop. La GECAMIN n'a reçu que 1,3 milliard et qui sont totalement dans nos comptes alors qu'ils prétendent le contraire. Ils annoncent que 750 millions de dollars auraient disparu entre 2011 et 2014 de nos comptes. C'est totalement ridicule. Nous avons touché de nos partenaires 860 millions qui sont intégralement retranscrits dans nos comptes. Ils ajoutent, depuis sa constitution en société de droit commercial, la GECAMIN n'est plus soumise aux obligations de contrôle qui étaient les siennes par le passé, lui permettant ainsi d'agir à sa guise. Je rappelle que structurellement, la GECAMIN est contrôlée d'abord par la nomination de son conseil d'administration par le chef de l'État qui revoque le conseil d'administration et le nomme, le gouvernement à travers 2 ministères, le portefeuille des mines qui participent à tous les conseils d'administration de GECAMIN et par le ministère du portefeuille qui représente l'État et dirige l'Assemblée générale. Les comptes de la GECAMIN sont certifiés par un commissaire aux comptes qui les a validés sans réserve 2 années d'affilée. Et GECAMIN est une des rares sociétés du portefeuille de l'État à être auditée par un des plus gros cabinets d'audit extérieur sans réserve depuis 5 ans. Et à ma demande, comme l'a rappelé le président de la délégation syndicale, les syndicats assistent à toutes les réunions du conseil d'administration afin que nos salariés soient pleinement informés de la situation industrielle et financière de la société. On nous accuse de ne pas avoir utilisé cet argent pour le reverser au trésor, ou éventuellement rembourser des dettes, ou développer notre outil industriel. Et sur la période considérée, ils indiquent que la GECAMIN n'a versé en impôts et taxes que 4,5 millions de dollars. Ça me fait sourire au lieu de me faire fâcher. Parce que sous la période 2009-2016, la GECAMIN a contribué à hauteur de 524 millions de dollars au total en fiscalité et parafiscalité. Ce point permet de préciser un fait important. Bien évidemment, la GECAMIN contribue largement au budget de l'État et parfois au-delà de ses obligations quand c'est nécessaire, car c'est son rôle en tant qu'entreprise du portefeuille de l'État. Ils disent que GECAMIN a eu un apurement de dette et que sa dette de 699 millions et que sa dette a augmenté de 1,5 milliard à 1,6 milliard. Bien au contraire.
Sur la période, nous avons fait baisser notre dette de 164 millions de dollars. Et sur la foi du témoignage d'un salarié anonyme, il est indiqué que la GECAMIN n'aurait pas utilisé l'argent des partenariats pour payer ses salariés. Je vous renvoie à la déclaration du président de la délégation syndicale en ajoutant qu'alors que quand il y a eu baisse des matières premières, toutes les entreprises privées ont licencié, mis en chômage, GECAMIN ne l'a jamais fait. Jamais. Et on nous reproche de ne pas avoir investi. Deux petits chiffres. Nous avons investi 500 millions de dollars sur la période couverte par le rapport pour acheter des actifs miniers. Nous avons investi en certification investissement matériel 260 millions de dollars. Encore une fois, ce qui est écrit est tout simplement faux. Il est clair que la GECAMIN a largement utilisé de manière parfaitement rationnelle et non suspecte les recettes de ses partenariats. Ainsi donc, le fantasme de la boîte noire qui servirait de machine à cash du régime apparaît dès lors comme largement improbable. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que vaut désormais la démonstration de ces ONG? Contrairement à ce qui a été affirmé, la GECAMIN n'a pas servi les intérêts particuliers du pouvoir sur la période considérée, mais au contraire, a permis notamment de canaliser plus de recettes en proportion. Les partenaires privés, en proportion de nos revenus, nous avons contribué à 28% aux recettes de l'État, alors que l'ensemble des partenaires en proportion à 13%. Donc, la situation de sous-perception des recettes et de l'exploitation de notre sous-sol est fondamentalement le fruit d'un déséquilibre structurel entre des États bénéficiant de ressources naturelles, mais sans moyens réels pour faire face à des multinationales puissantes ayant des lobbies puissants. L'urgence est donc d'abord au renforcement de notre législation minière et de notre capacité de notre administration fiscale dans le sens d'un plus grand contrôle du secteur et par la révision du code minier actuellement à l'étude au Parlement. J'en profite pour rappeler les parlementaires au patriotisme et à la vigilance. Face aux pressions extérieures, sachez que le peuple congolais vous regarde. J'appelle aussi certains parlementaires et membres du gouvernement à ne pas faire le jeu de l'étranger en voulant empêcher la GECAMIN de percevoir l'intégralité de ses pas de porte. L'urgence est ensuite à la modernisation de la GECAMIN, comme a dit le président de l'intersyndicale. Sans quoi, sans la présence de la GECAMIN, la RDC ne peut plus rêver de redevenir un grand acteur minier au service de son développement. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, je ne crois pas trahir votre pensée et votre vision en disant cela. Qu'est-ce qu'on attend par moderniser la GECAMIN? C'est d'abord et avant tout regarder du côté de nos partenariats. Je vous ai dit que nous avions cédé 32 millions de tonnes de cuivre et 3 millions de tonnes de cobalt. En propre, nous n'avons hérité que de 600 000 tonnes de réserves non certifiées. Aujourd'hui, après notre propre certification, nous n'en avons plus que 400 000 tonnes. Vous comprendrez donc aisément, puisqu'on ne touche pas de dividendes, que notre avenir n'est pas du côté de notre partenariat, et nos partenariats ne nous satisfont absolument pas. C'est pour ça que nous avons pris le parti très tôt de nous outiller, pour ne pas dire de nous armer, des meilleurs conseils pour nous accompagner face à nos partenaires. Mais cette banale volonté de refaire respecter l'intention commune des partenaires, semble-t-il, est mal interprétée. D'une certaine manière, on nous accuse, nous, GECAMIN, en usant notre droit, de simplement abuser. Il nous est ainsi reproché de bloquer régulièrement des transactions négociées à l'étranger par nos partenaires, en les validant uniquement en échange d'importants paiements. Quelle bizarre façon de présenter les choses. Dans quel pays nos critiques zélés pensent-ils que nous vivons, ou qu'il leur semble normal qu'un partenaire, après qu'on lui ait donné l'opportunité unique d'exploiter un gisement de plusieurs millions de tonnes de cuivre, à des teneurs qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde, se sentent suffisamment à l'aise pour vendre un actif valorisé près de 5 milliards de dollars sans demander l'avis ni de l'État, ni du partenaire qui a amené le gisement. Alors je le dis sincèrement, je ne regrette pas de bloquer ces transactions et je suis fier de l'avoir fait.
Je pensais que ces ONG qui redressent les torts dans le monde entier auraient trouvé à s'offusquer d'une situation où des entreprises multinationales essayent de se soustraire des règles réglementaires juridiques vis-à-vis de leurs co-actionnaires d'un pays en voie de développement. Bien au contraire, ils les stigmatisent. J'en suis fier et je remercie le président de la République de nous avoir soutenus sans faille dans ce combat, bien plus difficile qu'on ne peut l'imaginer, au moment même où une coalition d'intérêts divergents nous poussait à nous incliner au mépris des intérêts de la République démocratique du Congo. Et je voudrais citer encore une critique. Dans certains cas, si l'un des investisseurs souhaite racheter des parts de l'autre, Gécamine exige que l'acheteur lui verse une avance ou qu'il donne son accord. Pour y parvenir, il exerce son droit de préemption. Encore une fois, quelle étrange façon de présenter les choses. Qu'y a-t-il de bizarre pour Gécamine, qui a apporté les gisements, seule réelle richesse du partenariat, de donner son avis sur un potentiel nouvel entrant? C'est ainsi qu'on nous a reproché d'avoir combattu la cession de Desiwa que nous avons récupérée, au prétexte que nous voulions bloquer une transaction de partenaires étrangers. On nous reproche même cela, de payer pour récupérer nos titres. Et pourtant, nous sommes allés en justice et nous avons gagné. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de manière plus structurelle, les partenariats noués entre 1995 et 2005 sont totalement déséquilibrés. Je l'ai dit, aucun dividende touché à ce jour. Et pourtant, si on se réfère à l'historique de la signature de ces partenariats, on nous prévoyait qu'à cette date, selon les études de faisabilité, Gécamine toucherait 362 millions de dollars de dividendes et l'État congolais 680 millions de dollars d'intérêts. Ni l'État, ni la Gécamine n'ont touché aucun de ces chiffres. C'est pour ça que nous avons lancé une revue limitée de nos différents partenariats dont les résultats sont assez édifiants. Quasiment tous nos partenaires optimisent leur politique de financement, d'investissement et d'exploitation et parviennent ainsi à éviter tant l'impôt sur les bénéfices pour l'État que les dividendes pour la Gécamine, tout en créant une dette dont ils sont les principaux bénéficiaires en tant qu'apporteurs de fonds rémunérés. C'est pour ça que je vous annonce ici que nous avons engagé une vaste réflexion devant nous permettre de dépasser cette situation. La réflexion va débuter avec la valorisation des gisements apportés par la Gécamine. Jusqu'à présent, la Gécamine apportait ces gisements dans les projets sans qu'ils ne soient valorisés financièrement et que cette valorisation ne se retrouve dans les états financiers. Comment pouvez-vous accepter que 32 millions de tonnes de cuivre et 3 millions de tonnes de cobalt ne se retrouvent nulle part dans les états financiers? On va changer cet état de choses. Désormais, en valorisant les gisements, ne pourra plus, même dans les JV existantes, être inférieur à 49%. Et devra même, dans beaucoup de cas, devenir majoritaire. Cette valorisation aura un impact sur la structure de financement. La plupart de nos partenaires font recours. Au-delà des évolutions du cours de cobalt, désormais, la clé sera la disponibilité des réserves en cobalt. Elles produisent ce pourquoi elles ont été créées, des richesses pour la République démocratique du Congo. Si ce n'est pas le cas, nous ne comprendrions pas quel pourrait être l'intérêt de poursuivre, de continuer à chanter que nous produisons et exportions 1 million de tonnes de cuivre et près de 70 000 tonnes de cobalt, sans aucun résultat financier pour la Gécamine et aucun résultat fiscal pour l'État. Je sais que pour nos amis, cela va être une révolution mentale, mais il faudra qu'ils acceptent, car à la Gécamine, nous n'avons ni l'envie, ni la vocation de jouer les idiots utiles, excusez-moi l'expression, du capitalisme minier international. Nous n'avons pas vocation à jouer les idiots utiles du capitalisme minier international. Parallèlement à cette réforme, nous avons développé pour le futur 2 types de partenariats innovants, celui dont le président de la délégation syndicale vous a parlé, avec une entreprise chinoise, qui doit permettre, au bout d'un nombre d'années déterminé, de récupérer la totalité de l'usine et de continuer à l'exploiter seul. Et avec une répartition du capital qui est égalitaire, 51-49%, et surtout
avec l'obligation au prorata de notre participation de donner la sous-traitance aux entreprises congolaises locales. Ainsi, rien que sur ce projet, selon nos accords, dans tout l'ensemble du Grand Katanga, la sous-traitance qui reviendra à la GECAMIN permettra, sur les 9 ans de production de la société, de diriger vers les petites et moyennes entreprises congolaises près de 1,8 milliard de dollars américains. Ça sera désormais la norme. Si nous arrivons quand même à nouer des partenariats parce que nous n'aurons pas la capacité technique et les moyens de les mener nous-mêmes, la deuxième méthode sera désormais, comme dans le secteur pétrolier, le partage de production. Ce modèle devra permettre à la GECAMIN de recevoir en nature, dès la première année d'exploitation, ses revenus. Plusieurs concepts empruntés au secteur des hydrocarbures seront repris et notamment permettre l'établissement d'un barème de répartition progressif en fonction des cours des minerais. Il nous est apparu en effet anormal que les parts affectées à chacun des partenaires soient toujours proportionnelles, indépendamment du cours des métaux. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de savoir ce que nous toucherons chaque année, le toucher effectivement, à en toucher plus, la valeur des minerais augmente, à charge pour notre partenaire de se démener pour atteindre ses promesses qu'il avait faites à la signature. D'ailleurs, je pense que ce partage de production devrait devenir la norme pour la RDC tout entière. L'État devrait pouvoir anticiper les ressources produites chaque année au pays sans craindre les fluctuations de cours et les transformer en valeur monnayable sur le marché. Imaginez avec ce que représente la production annuelle de la RDC en cobalt, près de 60 000 tonnes, qui pourrait passer à 100 000 tonnes. Ce que nous pourrions faire en termes d'investissement dans l'énergie, les infrastructures, l'éducation, la santé et l'administration, si nous pouvions sanctuariser dans une sorte de fonds souverain dédié à notre développement la valorisation actuelle des 10 années de production de cobalt. Plus de 30 milliards de dollars, mesdames et messieurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Mais notre but ultime n'est pas de gérer des participations, mais de redevenir un acteur minier de premier plan en Afrique et dans le monde. Notre but, c'est donc de développer nos propres capacités de production et de ne plus dépendre des autres. Le président de la délégation l'a rappelé. Mais peut-être qu'il est important, parce que nous attaquons souvent, vous avez fait plusieurs plans, vous ne les réalisez pas. Quand nous sommes arrivés, effectivement, nous avons fait un audit de la situation que le président de l'intersyndicale vous a rappelé. Nous avions prévu d'investir 631 millions de dollars pour atteindre en 2015 près de 100 000 tonnes de cobalt. Fondamentalement, hélas, la réussite de notre action était conditionnée par l'obtention du soutien nécessaire au financement. Cette condition n'a pas été réalisée parce que le passif dont nous avons hérité, je rappelle 1,7 milliard, n'a pas donné confiance à aucun banquier. Nous nous sommes donc rendus compte que nous ne pourrions pas développer notre plan, ou pour le dire autrement, nous avons fait notre premier constat majeur, nous étions seuls, nous serions toujours seuls pour développer notre activité, et c'est pour ça que nous avions fait des choix innovants avec la cession de certains actifs et en recourant à des partenaires privés. Je suis fier, je ne regrette pas ces choix, on serait déjà mort sinon. Nous avons donc fait des choix. Nous avons décidé de mettre en œuvre, alors, en fonction de nos moyens, certaines parties de notre plan au rythme que nous permettait le solde de nos recettes propres. On vous a dit au niveau de la production à quoi nous sommes arrivés. Mais ce que nous voulons avec tout ça, c'est créer une nouvelle GECAMIN. Le premier acte a été décidé fin 2015 de faire auditer l'ensemble des filières encore actives du groupe Centre et du groupe Ouest. GECAMIN a fait appel pour cela à des cabinets extérieurs. Leurs conclusions étaient sans appel. Il était inévitable de fermer la plupart de nos grandes installations. Il était nécessaire de concentrer nos moyens sur les seuls actifs encore utilisables et il nous fallait développer des projets modernes. C'est ainsi qu'à fin 2016, nous avons été amenés à prendre des décisions que nous avons toujours évitées. Mettre de manière définitive à l'arrêt nos vieilles installations de Kolwezi, forçant à l'inactivité des centaines de salariés, mais tout en maintenant, je le rappelle, tout en maintenant le paiement de leurs salaires. Et je viens de vous dire que c'est à Kolwezi en 2019, après la certification de Kamiambo, que nous allons construire la nouvelle première usine neuve de GECAMIN depuis 70 ans. Nos opérations se heurtent aujourd'hui à un certain nombre de contraintes organisationnelles et procédurales, inadaptées
aux nouveaux modes de gestion rendus nécessaires par le fonctionnement du secteur minier. Nous voulons établir, grâce à l'accord de nos syndicats de nos travailleurs, une relation professionnelle moderne, construite sous l'initiative, la transversalité, mais aussi responsabilité et redevabilité que nous devons encourager. C'est pourquoi nous avons sollicité les services d'un cabinet extérieur qui est en train de terminer une réflexion de notre organisation de la société. Nous devrons à la fin nous renouveler. Nous devrons adapter nos effectifs aux standards de la production mondiale, mais, je l'assure, sans cas social comme nous l'avons toujours fait. Nous avons, on vous l'a dit, déjà mis en retraite près de 2300 personnes en payant l'intégralité de leur décompte final pour la majorité, et c'est déjà 45 millions de dollars que nous avons dépensés. Ces départs à la retraite de nos cadres les plus anciens devra nous permettre de promouvoir une jeune génération à des postes de responsabilité pour qu'ils insufflent une dynamique nouvelle, tout comme seront encouragés de méthodes de management nouvelles, de nouvelles procédures pour que nous puissions être plus réactifs. En un mot, nous devrons changer et nous réinventer. Je sais qu'il y aura des résistances. C'est la loi naturelle au changement. Mais j'ai confiance. J'ai confiance dans la capacité de nos cadres à comprendre l'urgence dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ils me le disent eux-mêmes d'ailleurs. Ils savent que leurs salaires ne pourront pas être payés éternellement sur des recettes exceptionnelles qui servent de béquille à une production inconsistante. Seule une production stable sera à même de garantir à notre entreprise des perspectives durables de développement pour eux, leurs familles et au-delà, la communauté congolaise tout entière. C'est donc là le troisième et dernier chantier de notre conseil d'administration. Nous l'aurons fait tout en ayant pris des décisions importantes et difficiles. Nous l'aurons fait toujours en respectant notre personnel. Nous l'aurons fait tout en continuant à jouer notre rôle auprès de l'État. Nous l'aurons fait malgré les critiques et les résistances. Et nous l'aurons fait avec nos seuls moyens, notre seule volonté, mais surtout avec votre soutien constant, Excellence, Monsieur le Président de la République. Alors peut-être, si nous y arrivons, nous aurons la fierté et le privilège de pouvoir vous dire, Excellence, Monsieur le Président de la République, que pour la première fois depuis les années 1990, la GECAMIN se trouvera réellement en situation d'avoir un avenir durable, disposera d'une organisation renouvelée, aura la capacité structurelle de faire face à ses charges courantes et sera de nouveau en capacité de lancer de nouveaux projets au service du Katanga, mais surtout de la RDC tout entière, comme ça a toujours été le cas par le passé. Je vous remercie de votre indulgence pour le temps accordé et je suis heureux et fier que vous soyez aujourd'hui parmi nous, Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci et bienvenue chez vous à la GECAMIN.